Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger, le docteur Mamadou Tangara. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie était au menu de leurs échanges. Le point de cette audience avec Awa Touré à suivre en ouverture de journal. L'actualité, c'est aussi ces législatives, ces partielles. Le Conseil constitutionnel avait invalidé le vote lors des législatives du 6 mars dernier dans la circonscription numéro 148 d'Abouyo et Guéyo. Pour que tout se passe bien, des appels à la cohésion et un scrutin apaisé sont lancés. On en parle dans cette édition. Pour éviter les scénarios catastrophes d'inondations fréquents en cette période de pluie, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a pris des dispositions. Des ouvrages de drainage et d'évacuation ont été construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Coût de ces travaux, 55 milliards de francs CFA. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. On démarre cette édition avec cette audience du chef de l'État Alassane Ouattara à sa résidence de la Riviera Golf. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger, le docteur Mamadou Tangara. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie était au menu de leurs échanges. Le point de cette audience avec Awa Touré. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger, Dr Mamadou Tangara, était porteur d'un message de son président, Adama Barrow, au président de la République, Alassane Ouattara. L'envoyé spécial du président gambien et le chef de l'État ont par ailleurs fait le point sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Je suis porteur d'un message pour solliciter ses conseils, son appui par rapport à des questions qui nous tiennent à cœur. Et profiter de cette occasion aussi pour le remercier de la part du président Barrow pour le rôle très important qu'il a joué pendant la période de l'impasse politique en Gambie. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a joué un très grand rôle et c'est grâce à la sagesse des chefs d'État, dont le président Ouattara, qu'on a pu trouver une solution pacifique à cette crise post-électorale. Et dans toutes les instances de la CEDEAO, le président Ouattara n'a pas manqué de nous apporter son soutien. Parce que le président Barrow a l'habitude de dire que l'expérience ne s'apprend dans aucune université. Donc il est important d'aller auprès des aînés qui ont l'expérience, le savoir pour apprendre auprès d'eux et puis recueillir leurs conseils. Et puis aussi travailler à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger a également indiqué qu'il est venu recueillir les orientations et conseils du président de la République Alassane Ouattara sur les questions brûlantes de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Il y a eu signature de protocole d'accord entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Conseil global pour la tolérance et la paix. Le document a été paraphé par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et celui du CGTP, Ahmed Bin Mohamed. Les deux institutions établissent ainsi des relations permanentes pour échanger sur les questions parlementaires dans le domaine de la tolérance et de la paix. Cette signature de protocole s'inscrit dans le cadre de la politique de coopération parlementaire initiée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, témoin de cette cérémonie de signature, Michel Digré. C'est un protocole d'accord qui jette les bases d'une coopération parlementaire au service de la paix. Le document est co-signé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, et celui du CGTP, Ahmed Bin Mohamed. L'hémicycle ivoirien et le Conseil global pour la tolérance et la paix s'engagent ainsi à mutualiser leurs énergies sur les questions parlementaires en rapport avec la paix. Homme de vision et d'action, vous avez fait du Grand Conseil global de la tolérance seulement en quelques années une organisation de premier plan et au service de la paix dans le monde. Notre pays partage, comme vous, cette passion pour la paix, ferment de la richesse de notre diversité. Ahmed Bin Mohamed donne les enjeux de la signature de ce protocole. Nous sommes très honorés d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale
C'est donc un moment assez important. C'est un moment donc, qui nous permettra donc de véritablement répandre les valeurs de la tolérance et de la paix. Et nous avons donc la ferme conviction que le peuple ivoirien et le président de l'Assemblée nationale et le peuple de la Côte d'Ivoire tout entier est donc un peuple qui est engagé en faveur de la paix et de la tolérance. C'est pour cela que la présence de la Côte d'Ivoire dans cette structure est très importante pour nous. Le Conseil global pour la tolérance et la paix regroupe 85 parlementaires à travers le monde entier avec 15 pays africains en qualité de fondateurs ou de membres ordinaires. Voilà, et notons que juste après la signature à l'Assemblée nationale du protocole d'accord avec le Conseil global pour la tolérance et la paix, la délégation s'est rendue à la primature où elle a été reçue par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achis, était en présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Avec notre reporter Alexis Ouedraogo, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi ces législatives. Pour ce qui concerne donc ces partiels, le Conseil constitutionnel, rappelez-vous, avait invalidé le vote lors des législatives du 6 mars dernier dans la circonscription numéro 148 d'Abouyo et Gueyo, afin de prévenir les causes qui ont engendré l'invalidation du vote dans ces zones. Les différents états-majors des candidats, soutenus dans la dynamique de paix et de la cohésion par le préfet du département de Gueyo, exhortent les populations à œuvrer pour le maintien du climat de quiétude qui a prévalu pendant la période de campagne. Les populations laisse entrevoir leur adhésion au message pour une élection responsable sans heurts avant et après la proclamation des résultats. C'est ce que nous rapporte Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial dans la région de la Nawa. À quelques heures de la tenue du scrutin qui dévoilera l'identité du représentant de Dabouyo et Gueyo à l'Assemblée nationale, la cohésion et la quiétude pendant et après le vote restent le désir majeur des populations. Transporteurs, tapissiers, ménagères, restauratrices ou encore fonctionnaires, autochtones et allogènes, tous souhaitent la paix. Si tout se passe bien, ça nous arrange. Moi, je suis originaire de Séguéla. Bon, mes grands-parents étaient ici, je suis ici, je gagne ma vie ici. J'ai fait mes enfants ici, je marie ma femme ici, donc Gueyo, c'est mon village. Nous, les jeunes, on veut qu'après les élections, que chacun rentre chez lui ait la paix. On ne veut pas parler avec Gueyo, on veut la paix. Palabre n'est pas bon, on est même chez nous. Et le Sénat, c'est quoi même? Il n'y a rien dans ça là. Donc moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas palabre quoi. L'élection, ce n'est pas la guerre. Tu t'as choisi le candidat que tu veux, c'est tout. Si tu n'as pas besoin de choisir le candidat, tu restes chez toi à la maison. Dans la même dynamique, sur le terrain, les candidats et leur état-major ont également appelé à la retenue et au sens élevé de la responsabilité individuelle et collective. Nous sommes venus porter un message de paix et de cohésion pour que ces élections-là soient apaisées, se passent dans un esprit fraternel et que le meilleur gagne. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une phase de décrispation. Il faut la paix. Il faut que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. C'est ce message de paix que je suis venu vous dire. Au niveau de l'administration publique, le préfet de ce département a pris la pleine mesure de la situation. Il dit avoir mené un travail préalable afin de maintenir la confiance et le calme. Nous avons tenu à cette occasion beaucoup de réunions. D'abord avec les populations, ensuite avec les différents candidats, les états-majors au cours de cette campagne. Le message que nous leur donnons est de faire en sorte que la population sorte massivement pour voter, mais aussi dans un esprit de paix et de tranquillité. À Gueyo et à Dabouyo s'est bien déroulée la semaine de campagne électorale pour convaincre les électeurs à choisir le samedi 12 juin 2021 le meilleur profil qui va représenter cette circonscription à l'hémicycle. Aucun incident n'a été enregistré. Et toujours au chapitre de la reprise des législatives, direction le Béret où les commissions électorales indépendantes de ces deux départements ont pris des dispositions pour une bonne tenue du scrutin. Au plan sécuritaire, des dispositions ont été également arrêtées pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs citoyens. Demain, samedi 12 juin, vous le savez, les électeurs de Séguéla, commune de Mankono, commune et sous-préfecture, seront aux urnes pour choisir leurs députés à Boussanogo. La commission électorale indépendante départementale de Séguéla prend ses dispositions pour un bon déroulement du scrutin. Le matériel électoral est disponible. Constituer d'urnes
et puis tout ce qui va nous permettre d'organiser les élections dans de bonnes conditions. Nous avons délocalisé 2 lieux de vote. Le lieu de vote château, au lieu de vote mission catholique. Au lycée également, qui est aussi réquisitionné pour l'examen, nous avons trouvé bon qu'il fallait délocaliser ce lieu de vote au groupe scolaire Stade. Nous nous rendons à la préfecture de région de Séguéla, où une rencontre a lieu entre le préfet de région, préfet de Séguéla et les candidats en compétition. Nous avons parlé des conditions générales d'organisation du scrutin, la nécessité pour chacun d'entre nous d'agir pour préserver un climat apaisé, de sorte que les résultats qui sortiront des urnes vraiment soient des résultats acceptés par tous. Nous mettons le cap sur le commissariat de Séguéla, qui a abrité le poste de commandement secondaire. Un dispositif sécuritaire est en place. La police, la gendarmerie nationale et l'armée vont assurer et garantir la sécurité du scrutin. Après Séguéla, nous mettons le cap sur Mankono, dans le Béri. Le préfet des régions, préfet de Mankono, rassure. En tout état de cause, ce qui est constant de remarquer, c'est que ce sont pratiquement les mêmes familles que nous avons eu à indiquer à leurs parents. Au guide religieux, au chef de canton, qu'il faut donner des conseils d'usage à leurs enfants pour que Mankono soit le grand vainqueur. À la commission électorale locale, le dispositif électoral est disponible. Nous avons déjà affiché la liste. Tout le matériel électoral est fin prêt. On va commencer à convoyer le matériel lourd. Et demain, ça sera autour du matériel léger. En ce qui concerne les tablettes qui créent en quelque sorte des soucis, nous avons des tablettes en marge. Pour la sécurisation du scrutin, nous nous rendons au poste de commandement secondaire de Mankono. Un plan de sécurisation est établi. Les forces rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement de la reprise de l'élection législative dans la circonscription numéro 25. Par ailleurs, toutes ces forces restent en alerte. C'est ce samedi 12 juin que les électeurs de Séguéla et de Mankono se rendront aux urnes pour choisir celui ou celle qui les représentera à l'Assemblée nationale. Et loin du champ lexical électoral, la secrétaire d'État chargée de la promotion sociale, Clarisse Kayo-Mahi, a rencontré hier jeudi les mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour elle d'échanger avec les mutualistes sur le fonctionnement de leurs activités et donner ses orientations sur la promotion, la mise en œuvre, le suivi de la sécurité et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. C'est dans une ambiance conviviale que les responsables de mutuelles sociales agréées échangent avec la nouvelle secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Clarisse Kayo-Mahi. Les deux parties s'entretiennent sur des sujets comme le cadre juridique et l'amélioration des conditions de vie des adhérents. Cette rencontre vient à point nommé pour les mutualistes. Il faut dire que c'est une véritable fierté pour moi de voir que Madame la secrétaire d'État a souhaité rencontrer toutes les mutuelles sociales immatriculées en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le résultat du travail que nous avons effectué depuis quelques années déjà. Elle nous a tout simplement demandé de nous mettre ensemble, de nous réorganiser, d'être encore plus forts, plus performants pour que nous puissions éventuellement tendre vers la fédération pour prendre en compte la protection sociale des populations, des travailleurs qui en ont véritablement besoin. Pour cette réunion de prise de contact, la secrétaire d'État a d'abord rappelé à l'assistance sa vision, celle d'assurer le suivi et d'harmoniser le cadre institutionnel de la sécurité sociale. Elle prône des actions conjointes pour le bonheur des adhérents aux mutuelles sociales. Les mutuelles sont ces associations qui sont proches des populations de toutes les couches sociales. Et donc, elles peuvent apporter un appui à l'État dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de protection sociale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. J'ai demandé qu'on mette en place un cadre d'échange permanent afin qu'ensemble nous puissions partager cette vision-là. Parce qu'au niveau de la mutualité, c'est une question de solidarité. L'on enregistre 45 mutuelles sociales agréées pour plus d'1 500 000 souscripteurs, selon l'agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale.
Parlons à présent de caoutchouc. Le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc tenu en Côte d'Ivoire a refermé ses portes. La Côte d'Ivoire a relevé le défi du numérique, mais a aussi fait bonne figure par la qualité des contributions des acteurs de la filière. Et cette rencontre d'Abidjan permet d'affronter l'avenir du caoutchouc avec beaucoup de certitude, selon notre reporter Noël Gagnon, témoin de cette cérémonie de clôture. Fini le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Premier fait, la Côte d'Ivoire a relevé le défi numérique. Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire qui a pu, dans un moment difficile, prendre le risque, le défi d'organiser un sommet mondial en virtuel. Nous avons montré au monde entier le savoir-faire ivoirien et je voudrais, au nom de l'IRG, féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Mieux, Abidjan donne espoir aux producteurs, aux chercheurs et aux régulateurs. Et il n'y a pas de durabilité si les planteurs, les opérateurs de la filière ne peuvent pas vivre décemment de cette activité. On ne peut pas parler de durabilité. Et donc c'est l'ensemble de ces préoccupations qui ont été soulevées pendant ce sommet. Et pour nos régulateurs, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer pour améliorer notre intervention dans le secteur. Aujourd'hui, compte tenu de ces climats que nous avons appelés le climat des extrêmes, soit trop sec, soit trop humide, il faut trouver peut-être des variétés plus adaptées que ce que nous avons. Je sais par exemple que de plus en plus on utilise le caoutchouc dans le bitume. Et je sais aussi que dans les pays à fort taux sismique, le caoutchouc intervient dans la réalisation des ponts. Et même dans l'immobilier aussi, le caoutchouc intervient. Donc toutes ces ouvertures-là nous permettent de penser à un avenir très promoteur pour les VA. Pour la dernière saignée de ce sommet sur le caoutchouc et pour mieux affronter l'avenir, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, retient des idées fortes. La place prépondérante faite aux petits producteurs de caoutchouc naturel, la promotion des technologies et innovations pour réduire la pénibilité du travail et favoriser l'insertion des femmes et des jeunes. La diversification des usages du caoutchouc naturel pour plus de valeur ajoutée et de résilience face aux différentes crises. Enfin, l'adoption d'une approche inclusive qui implique tous les acteurs de la chaîne de valeur du caoutchouc. Fait notable à Abidjan, un Ivoirien, Omar Ndiaye, acteur émérite de la filière, a été honoré. En économie, la Côte d'Ivoire obtient un nouveau financement du MCC. Le MCC, c'est le Millennium Challenge Corporation. Ce mémorandum d'entente entre le MCC et la Côte d'Ivoire a été signé hier jeudi à l'immeuble Siam, au plateau, par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, et la directrice pays du MCC Côte d'Ivoire. Ceci est le fruit des efforts engagés par la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Signature de ce mémorandum d'entente entre le MCC et le gouvernement du Burkina Faso également. Jean-Jacques Ouamé-Alla nous en parle. Ce mémorandum d'entente entre le Millennium Challenge Corporation MCC, les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé ce jeudi, porte sur la mise en place d'un cadre de collaboration au développement et à l'évaluation du projet d'interconnexion énergétique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce projet devrait inclure une ligne de transport reliant Ferkessédougou à Bobo-Dioulasso. Cette ligne devra se prolonger jusqu'à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est en décembre 2020 que le conseil d'administration du MCC a retenu la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au nombre des pays éligibles à des programmes compacts régionaux simultanés, à l'instar de deux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très heureux de continuer ce partenariat avec la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Et merci toujours pour notre partenariat très productif. Je voudrais rappeler à l'attention de tous, plus particulièrement de nos amis américains, qu'il importe de garder à l'esprit que ce programme pour nous est à la fois opportunité et défi. Il exige que les bénéficiaires finaux puissent réellement en tirer tous les fruits et qu'ils adoptent une approche toujours plus pragmatique et innovante
qui intègre toutes les dimensions du développement. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC en décembre 2015, suivie de la signature d'un don d'environ 2600 milliards de francs CFA en 2017, sont le résultat des réformes engagées par l'État. Des opérateurs britanniques vont investir dans le logement en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a signé un protocole d'accord avec ce consortium d'hommes d'affaires britanniques. La convention porte sur 10 000 logements à construire dans la zone d'Ahué, si sur la route d'Alépé. Lanciné Bakayoko nous en parle. À travers cette signature de protocole d'accord avec le ministre Bruno Nabagné-Koné, les opérateurs immobiliers britanniques montrent leur disponibilité à participer au projet de construction de 150 000 logements initié par le gouvernement sur la période 2021-2025. L'accord table sur la construction de 10 000 logements sociaux, économiques et de standing. Pour en arriver à cet accord, nous avons énormément travaillé avec les autorités ivoiriennes à Londres. Notre désir le plus ardent est de faire aboutir un partenariat continu avec le gouvernement et surtout trouver une banque locale pour accompagner le projet. Nous espérons revenir en juillet pour finaliser les modalités opérationnelles et démarrer les chantiers dans les 3 mois qui suivent. L'honneur sera plus grand si tout cela est couronné par une réussite. Les problématiques liées à la construction des logements sociaux sont nombreuses, mais les opérateurs immobiliers britanniques viennent avec 2 solutions absolument importantes: la construction et le financement. Des solutions qui devraient permettre de régler les faiblesses techniques locales ainsi que les difficultés d'accès aux banques pour les acquéreurs à revenus modestes. Ce marché en Côte d'Ivoire, il est très promoteur. C'est un marché qui ne présente pratiquement pas de risque en termes commerciaux. Le risque pays, vous connaissez suffisamment la situation aujourd'hui dans le monde pour savoir que ce risque pays est pratiquement nul. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'opérateurs qualifiés et de ressources financières suffisantes pour accompagner efficacement ce secteur. Le modèle économique développé par les investisseurs britanniques prévoit, en plus du financement de la construction des logements, la mise en place d'un système de portefeuille mobile permettant de fournir des crédits immobiliers à long terme et à des taux destinés aux souscripteurs des logements. Difficile de sortir ces jours-ci sans son parapluie. Vous l'avez certainement remarqué, il pleut beaucoup. Et en ce moment, et c'est normal, la saison des pluies a démarré depuis le mois d'avril et court jusqu'au mois de juillet selon les prévisions météorologiques. Pour éviter les scénarios catastrophes d'inondations fréquents en cette période, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a pris des dispositions. Des ouvrages de drainage et d'évacuation ont été construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Coût de ces travaux, 55 milliards de francs CFA. Le ministre Bouaké Fofana appelle au respect de ces ouvrages. Grâce Kando. De l'eau stagnante devenue verdâtre au fil des mois. Des traces des récentes pluies diluviennes qui, à chaque saison, met en péril la vie des habitants de ce site classé parmi ceux à risque. Nous sommes à Sagbé, un quartier de la commune d'Abobo. Quand il pleut, l'eau remplit complètement sa rampe dans la cour là. L'eau là, ça t'attrape là. Là maintenant, on sort 2 mois, 3 mois. Dans 3 mois, après maintenant, on vient un peu pour venir rentrer. Sagbé, PK18, Yopougon ou encore la Riviera, plusieurs quartiers du district d'Abidjan, visités par la montée des eaux à chaque grande saison des pluies. Celle de cette année, eh bien, nous y sommes. Et cela depuis le mois d'avril. Des précipitations plus intenses pour le mois de juin. Et progressivement, les précipitations vont diminuer. Ces fortes précipitations peuvent provoquer par endroits des risques d'inondation. Donc il va falloir être vigilant pour éviter de se retrouver sinistré suite aux pluies que nous pouvons avoir durant ce mois de juin. Pour justement éviter des situations difficiles en cette période, l'Office national de la protection civile, ONPC, structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur, a entrepris une visite de terrain du 11 au 27 mai dernier dans les zones à risque. 47 sites ont été visités, c'est non exhaustif.
mais il s'agit des sites les plus critiques. Et sur ces 47, nous avons dénombré parfois des cuvettes, des bas-fonds, tantôt des dallots dans lesquels les populations se trouvent. Au thème de cette tournée qui a duré une dizaine de jours, l'ONPC fait des recommandations. On peut indiquer qu'il y a des sensibilisations à faire par les mairies et l'ONPC. Il y a des populations à déplacer pour éviter que ces populations ne courent des risques certains. Il y a des canalisations à faire en urgence. Il y a des canaux même à construire pour aller à l'exutoire, donc amener l'eau jusqu'à la lagune. Il y a des curages de caniveaux à faire par l'ONAD. Un appel déjà dans la vision de l'ONAD. L'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions en cette saison des pluies. Des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ont été construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan, d'où cette tournée d'imprégnation du ministre Bouaké Fofana. La prévention des inondations, c'est ça vraiment qu'on regarde aujourd'hui. C'est-à-dire les travaux de base qui vont régler le problème des inondations dans la durée, ces travaux-là aujourd'hui. Et c'est de gros chantiers qui ne sont certes pas visibles pour le commun des mortels, mais c'est le système de support du drainage. Et ces travaux sont financés par des bailleurs de fonds pour près de 55 milliards. Ce sont ces travaux-là qui vont nous permettre de régler de façon durable les questions d'inondation. De plus, certaines habitations installées sur des emprises ont été détruites. Des accords ont été trouvés avec les riverains, et donc en l'occurrence, pour la plupart d'entre eux, sur le budget de 2021, on s'est accordé à leur payer le tiers du montant de leurs indemnités et en 2022, on devra solder la totalité des indemnités. Ils en sont d'accord, on a signé des documents, donc actuellement on est dans la phase de règlement de ces indemnités. Le total, c'est à peu près 4 milliards. Dédommagement des populations, promoteurs sensibilisés et travaux réalisés, des initiatives qu'apprécient les riverains. Avant, quand il pleuvait, on constatait que l'eau débordait. Voilà, on avait même peur de passer. Et depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils ont fait l'autre pont. On constate que maintenant l'eau passe normalement, tout va bien. Ça va, il n'y a pas de souci, ça va maintenant. Ça va, tout va bien. On se sent très à l'aise parce que jusqu'à présent, les pluies qui sont arrivées, ça n'a pas fait encore effet. Pour la pérennisation de ces ouvrages, l'ONAD prévoit un plan. Il y aura un programme d'entretien préventif et puis on va stabiliser, on va protéger par des garde-corps. Mais on va aller plus loin. Je pense qu'ici, il faut envisager un espace piéton. Nous pensons même peut-être à des mobiliers de jardin pour que ce soit un espace de vie qui va intégrer la vie des riverains. On était déjà organisé, mais maintenant nous allons mettre l'accent avec la jeunesse pour pouvoir suivre l'entretien, pour ne pas déverser n'importe quoi dans les caniveaux, parce que ce n'est pas bien. Des ouvrages appelés à perdurer, le ministre Bouaké Fofana invite les populations au civisme et à leur bonne utilisation. Quand on se branche sur une canalisation d'eau de drainage, d'eau de pluie, et qu'on emmène là-bas nos eaux usées, les eaux de nos toilettes, on les amène dans ce canal, ça veut dire que les eaux de nos toilettes vont aller dans la lagune directement, sans traitement. Et les poissons vont se nourrir de ça, que nous allons acheter après, que nous allons manger. Donc ça pose un vrai problème de santé publique. C'est pour cela que chacun doit être conscient de cela. Là, dans le cadre de ces travaux-là, on va trouver des solutions ponctuelles, des solutions durables pour la collecte des eaux usées, pour ne pas que ça se mélange aux eaux de pluie. Des messages de sensibilisation pour minimiser l'impact des précipitations. Notons que la grande saison pluvieuse, selon les prévisions météorologiques de la Sodexam, prendra fin au mois de juillet. Voilà, dossier signé Grace Kando. Ici, les inondations sont une source d'inquiétude. La Covid-19 l'est également. Il faut continuer de faire attention à suivre dans un instant l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 11 juin 2021 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 1938 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 43 guéris et 0 décès. À la date du 11 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 47 638 cas confirmés, dont 47 135 personnes guéries, 306 décès et 197 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 670 143. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. Dieu garde la Côte d'Ivoire.